Est-ce que vous avez déjà attendu? Bon, bien sûr, tout le monde a déjà attendu quelque chose qu'il espérait voir arriver plus rapidement. Mais est-ce que vous avez déjà attendu 2 ans, 11 mois, 10 jours, pour un total de 1075 jours pour la nouvelle saison d'une de vos séries? C'est le temps exact, au jour près, qu'il y a eu entre la sortie de la saison 3 de The Dragon Prince et la saison 4. Une longue, très longue, trop longue attente qui enfin a pris fin devant nos yeux et enfin le monde de Xadia que nous aimons tant a repris vie. Pour le coup, on dit souvent que nos habitudes de consommation ont changé depuis l'apparition du streaming, et particulièrement de Netflix, et que le binge-watching et la production en flux tendu ont détruit la capacité des gens à attendre. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons désormais notre contre-exemple parfait. Rassurez-vous, on va bien parler de cette fameuse saison 4, de ce qu'elle fait de bien comme de mal, de ses erreurs de narration, comme de ses véritables moments de bravoure. Mais il faut selon moi comprendre pourquoi au centre de tout ce qui se déroule dans cette saison se trouve ce retard. Petit retour dans le passé. Quand la saison 3 se termine, la série est à son pic, clairement un succès pour Netflix, et au vu de la rapidité de rythme de sortie de 3 saisons en moins de 2 ans, on peut espérer voir la suite de l'aventure de nos héros arriver dans un délai pas trop long. Mais les premiers soucis commencent quand Netflix, dans sa longue habitude de cancel ses séries les plus qualitatives, commence à traîner les pieds. Pas d'annonce d'annulation à proprement parler, mais un retard plus que sensible entre les annonces de renouvellement. On a beau tenter de nous rassurer en nous disant que les négociations sont bien en cours, on sait tout ce que ça veut dire. En plus, un petit virus commence à faire parler de lui, ce qui ne rassure personne. Puis vint l'attente. Une très longue attente, qui fut particulièrement frustrante pour la communauté. Pas que l'impatience soit intenable, d'autant plus qu'une annonce en plein milieu de la pandémie nous apprenait que la série avait été validée pour ses 8 saisons par Netflix. Non, surtout une attente rendue insupportable par l'attitude des créateurs eux-mêmes au niveau de la communication. C'est sans doute le plus gros problème qui précède la diffusion de cette saison 4. Pendant près de 3 ans, nous avons été laissés dans le noir le plus complet. Aucune, et je dis bien aucune communication n'a été réalisée entre la commu et la création. Voire pire, la communication prenait presque la forme d'un mépris absolu envers une communauté qui pourtant montrait tous les jours son amour pour le show, que ce soit via des fanfics, que ce soit via des fanarts qui ont continué à être faits durant près de 3 ans. La communauté était toujours extrêmement présente et attendait avec impatience la saison 4. Et il faut bien se rendre compte que sur ces 2 ans, 11 mois et 10 jours, la seule et unique info qui nous était transmise était l'info absolument capitale de la date d'anniversaire de nos personnages. Alors oui, la première fois c'est un petit peu mignon, je ne dis pas, mais quand ça fait 2 ans, voire 3, que t'attends sans la moindre info et que le seul truc que le studio te donne, c'est la date d'anniversaire d'un personnage fictif pour la 3e fois, tu finis par être, et à raison, quelque peu énervé. Et on en vient à l'énorme problème que cette communication ratée a apporté. Quand tu abreuves ton public d'informations dont il se fout royalement, tu prends le risque qu'il arrête simplement de suivre ce que tu racontes. Et si ton public ne suit plus ce que tu racontes, ça peut mener à un léger problème quand tu as cette idée brillante de continuer ta narration sur un comics pour faire patienter tout le monde. Du coup, personne n'étant au courant de la sortie du comics, personne ne lit le dit comics qui sort dans une indifférence absolue et totale. Et quand ta saison sort et prend la suite directe des événements du comics, ton public, il est à raison particulièrement perdu et tu subis ses foudres et sa colère. Ainsi, nous reprenons notre intrigue dans le fascinant et toujours aussi original monde de Xadia. Mais 2 ans se sont écoulés et nos personnages ont bien changé. La saison va suivre 3 scénarios en parallèle au cours de 9 épisodes. Tout d'abord, le segment central qui tournera autour de Claudia qui a trouvé un moyen de ressusciter son père, mais cela seulement pour une durée de 30 jours. Le tout accompagné de son nouveau petit ami, Terry, l'elfe de la Terre. Ils vont partir à la recherche d'un Haravos qui leur promet monts et merveilles et une vie plus longue que 30 jours s'ils parviennent à le libérer.
Ensuite, le segment de nos précédents héros avec un Ezran qui tente comme il le peut de se faire chantre de la paix et d'établir un pont entre le monde des elfes et le monde des humains. Mais tout cela est menacé par le retour annoncé d'un Haravos qui semble tirer toutes les ficelles. Le groupe va ainsi partir à la recherche de la prison de l'elfe des étoiles pour s'assurer qu'il reste dedans. Et pour finir, nous avons l'intrigue tournant autour de Amaya, qui visiblement s'est tellement bien intégrée aux Elfes du Soleil que Janai lui demande sa main en mariage, alors que l'Empire du Soleil est au plus mal, et que sa reine de femmes doit faire face à bien des dissensions internes, alors que le grand campement qui abrite la population de la ville en ruine est déchiré entre elfes et humains. Et on touche déjà là au premier problème de cette saison, qui malgré les reproches que je vais lui faire, reste très qualitative. 9 épisodes, c'est court pour autant de choses à raconter. Les précédentes saisons focusaient bien plus leur narration sur 2 scénarios uniques qui s'entrecroisaient régulièrement. Nous avions d'un côté l'aventure de Calum, Rayla et Ezran, et de l'autre côté la montée en puissance de Viren. Les deux occupaient à peu près le même temps de narration et cela donnait un récit très fluide. Antagoniste contre protagoniste, les deux marchant vers un même but, à savoir la grande montagne abritant la mer du prince des dragons. Cette saison 4 ne fait pas cela, et j'ai beau adorer le personnage d'Amaya, son intrigue sonne toujours comme une interruption du récit principal. En plus d'être clairement l'intrigue la plus faible au niveau de ce qu'elle raconte, elle se paye le double défaut d'être relativement incohérente et de toujours interrompre le récit principal de la recherche d'Haravos. On a en effet du mal à comprendre pourquoi les elfes du soleil, pourtant présentés précédemment comme les elfes les plus solides du point de vue civilisationnel, sont à ce point mis à bas. D'après la narration, cela fait 2 ans qu'ils sont dans leur camp de réfugiés suite à la perte de leur capitale. Que les humains les aident à reconstruire, pourquoi pas, c'est même plutôt intelligent. Que ce soit les humains en charge de reconstruction car visiblement les elfes eux-mêmes en sont incapables est totalement illogique. C'est leur ville, ils sont censés savoir la construire. Tout comme est illogique un empire sombrant entièrement après qu'une seule de leurs villes soit tombée. D'ailleurs, le pivot central de cette intrigue fait extrêmement forcé et mal amené. Que les humains et les elfes aient du ressenti entre eux après des siècles de guerre, pourquoi pas, c'est même plutôt logique et intelligent de traiter ce genre de thématique. Que Amaya et à plus forte raison les humains qui vivent depuis 2 ans avec les elfes ne soient pas au courant d'un truc aussi important que le rite mortuaire principal de leur hôte est d'un autre côté beaucoup moins explicable, d'autant plus que la scène en elle-même est ridicule. De 1, la bougie est littéralement au milieu de rien, il y a 0 risque. De 2, si les feux sont interdits dans ton campement, ma grande, j'aimerais bien savoir comment tu fais cuire tes saucisses. Ce qui est dommage, c'est que quand la série fait ce qu'elle sait faire, elle le fait très bien. Suivre la descente de Claudia du côté du mal est vraiment intéressant. D'ailleurs, le trio Claudia, Viren et Terry est super bien amené, comme un groupe d'antagonistes. Viren qui suit sa fille non pour le but de libérer Haravos, mais juste pour passer le temps qui lui reste avec elle. Terry qui fait un peu pièce rapportée et dont on attend toujours de connaître son origine, mais qui a de véritables moments de tendresse envers Claudia, et qui a parmi les plus gros dilemmes moraux de la saison. Et Claudia qui d'ailleurs, point intéressant, évite le trope classique de la belle fille qui manipule le nerd pour lui faire ce qu'elle veut. Claudia semble sincèrement tenir à lui, et même si on se doute qu'elle finira bien par le trahir, on sent que cela pèsera pour elle, car elle semble tenir réellement à l'elfe. Bien qu'un peu prévisible, le fait que Claudia devienne la méchante est plutôt bien tourné. Plus la série avance, moins on saisit pourquoi elle fait ce qu'elle fait. Elle semble vouloir le faire au départ pour sauver son père, mais bien vite on se demande si elle ne fait pas juste cela pour elle-même. D'ailleurs, cette évolution du personnage est plutôt bien montrée quand elle se mettra à traiter presque cruellement son père, et c'est une attache pour le public, car on comprend à quel point le personnage est en train de changer. Humour mal placé ou réelle volonté d'écriture, cette scène où un Viren dont la mort par chute l'a rendu terrifié de l'altitude ne reçoit de la part de sa fille que blagues de mauvais goût est, passé la dite blague, assez forte. Il est clairement en panique totale et montre une peur phobique du vide énorme, mais elle semble s'en ficher royalement. Du côté héros, on a aussi de bonnes choses. Le traitement de la relation entre Raylum et Kayla est bien fichu. On évite le coup du couple qui se retombe dans les bras après une longue séparation, et au contraire, on fait de leur relation une relation brisée par Rayla qui doit donc être réparée. C'est assez intelligent et ça a le mérite de représenter une relation humaine, logique et plutôt réaliste. Malheureusement, le temps de la narration est parasité par l'intrigue d'Amaya, ne laissant justement pas le temps suffisant aux personnages pour évoluer de manière significative. Et beaucoup de personnages comme Ezran ou Soren ne bougent pas d'un poil. Encore une fois, Ezran est le personnage le plus faible et le plus incohérent par rapport à l'univers. Comment personne ne se rend compte que ce gamin n'a absolument rien appris sur son futur rôle de roi et prend des décisions absolument ridicules en plein conseil des ministres reste un mystère absolu pour moi. Surtout quand on se souvient du personnage de la reine enfant dans la saison 3 qui était du même âge de Ezran et autrement plus mature. Tout comme le fait d'ailleurs qu'absolument personne ne tique quand le roi et seul héritier du trône décide encore une fois de se barrer à l'autre bout du monde pour vivre moult dangers mortels en laissant son royaume à l'abandon.
Ma théorie personnelle, c'est que la conseillère est en fait une vilaine qui complote dans l'ombre pour prendre le trône. C'est déjà elle qui lui avait proposé de prendre la régence le temps qu'il grandisse, et c'est encore elle qui approuve son départ à l'autre bout du monde. Ezran va finir avec une dague plantée dans le dos un de ces soirs, c'est moi qui vous le dis. Et j'éviterai de m'appesantir plus de quelques secondes sur la blague Fortnite pour ne pas sombrer dans la vulgarité. Mais diantre que c'était cringe. Après, il faut aussi être honnête, la série a connu de larges améliorations, notamment tout ce qui concerne son animation, qui est désormais parfaitement irréprochable. Oubliez les saccades de la saison 1 et 2, l'animation est désormais à la fois fluide et élégante, tout comme les nouveaux designs qui transmettent parfaitement l'évolution des personnages, particulièrement Rayla qui a l'air d'avoir bien bourlingué. De plus, Aravo c'est clairement un des gros points positifs de la saison. Établi comme une énorme menace, un gars qui fait flipper même les dragons eux-mêmes, on comprend le chaos absolu que sa libération amènerait. À souligner que le doubleur fait un très bon travail sur le personnage, et fait particulièrement ressentir sa puissance, son intelligence et sa capacité de manipulation. Au final, le plus gros défaut de cette saison, c'est que pour l'attente que l'on a subie, le résultat est en deçà de nos attentes justement. Le comics c'est une terrible erreur qui a scindé le public en deux, entre ceux qui l'ont lu et peuvent reprendre l'histoire et ceux qui ne l'ont pas lu, et qui du coup sont complètement perdus au début de la saison 4. L'arc d'Amaya aurait pu être vraiment bon, d'ailleurs il contient de très bonnes répliques, mais le cadre de 9 épisodes de chaque saison ne laisse ni le temps ni l'espace de faire quelque chose de correct. Le time jump est une bonne idée, d'autant que le public a attendu autant de temps que les personnages, mais le tout finit par donner plus l'impression de la saison 1 d'une nouvelle série plutôt que de la saison 4 d'une grande aventure. Les qualités d'origine sont toutes encore bien présentes bien sûr, l'écriture est toujours globalement de qualité, mais le reste des défauts me font dire que malheureusement cette saison est pour l'instant la plus faible que nous ayons pu voir dans l'univers de Xaidia. Pas au point de faire quitter la série à un public capable d'attendre fidèlement pendant plus de 2 ans bien sûr, mais clairement de quoi fortement décevoir. Mais il n'est pas idiot d'espérer que cette saison 4 décevante ne soit qu'une erreur de parcours, due à la situation exceptionnelle, il faut bien le rappeler, de sa création. Dragon Prince reste selon moi toujours une série animée de très haute qualité, que je vous enjoins à découvrir en attendant la suite des aventures de notre team de héros aux accents toujours aussi variés. Quant à moi, je vous dis à bientôt et salut!